Le vent fouettant la baie de Chicago était glacial, coupant à travers mon tailleur de luxe comme s'il était fait de papier. Pourtant, l'air dans cette salle de conférence monumentale, noyé de verre et d'acier, était encore plus mordant. Les visages du conseil d'administration, Richard, Sophie, James, étaient impassibles, une fresque de scepticisme gravée sur des traits trop familiers. Devant eux, Julien, mon chauffeur de ce matin, se tenait, droit comme un i. Il avait cette posture d'homme qui avait déjà vu et entendu bien des choses, sans que rien n'y paraisse sur son visage. Le genre de calme qui, en d'autres circonstances, m'aurait exaspéré, mais qui, à ce moment précis, était la seule ancre à laquelle je pouvais me raccrocher. Comment en étais-je arrivé là, franchement? Moi, Mary Langford, PDG des technologies nordiques, l'une des figures de proue de la technologie quantique, en train de parier 1,2 milliard de dollars et des mois, des années de ma vie, sur un inconnu rencontré moins de 3 heures auparavant. C'était complètement insensé. Si quelqu'un m'avait dit ça quelques jours plus tôt, j'aurais probablement viré la personne sur le champ pour incompétence. Pourtant, me voilà. Mon cœur battait la chamade, une symphonie de peur et d'espoir sourde dans mes tempes. J'avais les mains moites, malgré l'humidité glacée qui traversait la ville. Il n'y a pas si longtemps, ce matin même pour être exact, j'étais coincé à l'arrière d'une Mercedes S-Class, l'avenue Michigan défilant dehors comme un mauvais rêve blanc. Une tempête de neige, la pire que j'ai vue en février, balayait Chicago, transformant la ville en un tableau abstrait de flocons et de grisailles. Les essuie-glaces du véhicule luttaient désespérément, un balai stérile contre le blizzard. Chaque seconde qui passait me tirait un peu plus dans un abîme de panique. Mes doigts tambourinaient frénétiquement sur l'écran de mon téléphone. Le 4e appel à une agence de traduction, je crois. Ou peut-être le 5e, mon esprit était un tourbillon. Toutes les agences que j'avais contactées avaient apparemment eu une panne d'équipement, un prétexte si transparent que j'en avais la nausée. En vérité, elles avaient sans doute trouvé des clients prêts à payer plus cher. Des opportunistes, comme toujours. Il ne restait que 97 minutes. 87 petites minutes avant l'atterrissage de la délégation Tanaberalo à l'aéroport d'Orly. Non, O'Hare, c'était O'Hare. Mon Dieu, j'étais tellement à cran que les noms des aéroports se mélangeaient. 87 minutes pour sauver un partenariat de 1 ou 2 milliards de dollars. Un accord que j'avais négocié pendant 18 longs mois, clause par clause, mot par mot, avec la patience d'un saint et la ténacité d'un bulldog. L'enjeu était monumental, il s'agissait de l'avenir de Technologies Nordiques. L'échec n'était pas une option, jamais. Le chauffeur, un nouveau de l'entreprise de voiture avec chauffeur, je ne me souvenais pas de son nom, avait eu l'audace de baisser le volume de la radio. Un air de jazz léger qui me donnait déjà des migraines. Il pensait sans doute être serviable, me laissant un peu de silence pour réfléchir. Mon sang n'a fait qu'un tour. Gardez vos mains pour vous, ai-je lancé sans même lever les yeux de mon téléphone. Et la musique reste éteinte. J'ai besoin de me concentrer. À travers la vitre teintée, j'ai vu sa main se retirer lentement. Lentement. Bien. Il apprenait. Je savais que mon ton était trop sec, mais je n'avais pas le temps pour la douceur. J'ai sorti la tablette, relisant la clause 17 du contrat Tonabe Industries, pour la 100e fois de la journée. Le langage technique de la responsabilité légale était si dense, si labyrinthique, qu'il exigeait quelqu'un qui comprenait à la fois les subtilités de l'étiquette corporative japonaise et la terminologie contractuelle indienne la plus pointue. Annika Rao, la directrice financière de M. Tonab, allait personnellement éplucher chaque mot. Pierre, mon assistant, m'avait prévenu il y a 3 semaines de ne pas dépendre d'une seule firme de traduction. J'avais balayé ces inquiétudes. L'agence Riverside Languages avait géré l'expansion de Pékin, cette fusion complexe. Ils étaient fiables jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Comme tout le monde, j'imagine. Mon reflet me regardait depuis la fenêtre de la voiture. 42 ans, des cheveux blonds cendrés tirés en un chignon strict,
presque militaire. Le genre de femme que Bloomberg décrivait comme brillamment impitoyable. J'avais bâti Technologies Nordic à partir d'un projet de recherche universitaire raté pour en faire une puissance incontournable dans le calcul quantique. L'échec? Je ne connaissais pas ce mot. Je refusais de le connaître. Le chauffeur a ajusté son rétroviseur. Ses yeux clairs croisaient les miens. Un instant fugace. Les yeux sur la route, ai-je dit d'une voix neutre. Pas sur moi. Oui, madame, a-t-il répondu. Sa voix était calme, presque douce. Une qualité qui, curieusement, méritait plus qu'une réplique insolente. Je voulais de l'efficacité, de l'obéissance, pas de la gentillesse. J'ai fait défiler mes contacts encore et encore. Chaque interprète qualifié du Midwest était soit déjà pris, soit bloqué par la tempête. La moitié des vols à destination de Chicago étaient cloués au sol. La délégation de Tanaberalo, eux, venait de Tokyo en jet privé, équipé pour le dégivrage, mais mes interprètes de secours, qui devaient venir de New York, n'avaient pas eu cette chance. Mon téléphone a vibré. Pierre. Toujours rien. J'ai contacté le département de langue de Northwestern. Leur professeur de japonais est à Kyoto. J'ai jeté le téléphone sur le siège en cuir, ma frustration grimpant en flèche, une boule chaude dans ma gorge. Dehors, Chicago était devenu une boule à neige géante. Les lions de l'Art Institute portaient des bonnets blancs de glace. Le Millennium Park était désert, à l'exception des équipes d'entretien qui se battaient pour maintenir les allées dégagées. La voiture a ralenti à un feu rouge. À l'avant, le chauffeur a tendu la main vers quelque chose sur le tableau de bord. Sans doute son propre téléphone. L'autre cuidance, je ne le payais pas pour qu'il texte ses amis. Je ne vous paye pas pour envoyer des messages à vos amis, ai-je dit, ma voix tranchante comme du verre. Connaissez votre place. J'ai appuyé sur le bouton qui relevait complètement la vitre de séparation, me scellant dans mon cocon arrière, mieux. Je ne pouvais pas penser avec quelqu'un qui flottait dans mon champ de vision périphérique. Ce que je n'ai pas vu, bien sûr, c'est la façon dont sa mâchoire s'est contractée, ou comment sa main, en fait, ne cherchait pas son téléphone, mais les commandes de la climatisation. Les bouches d'aération arrière soufflaient de l'air froid, et il avait remarqué que j'avais frissonné. Julien Mercer. Un nom que j'aurais dû apprendre plus tôt. Mais bon, un chauffeur, c'est un chauffeur. Julien, lui, n'a pas bougé, ses yeux fixés sur la route glissante. 22 ans passés en tant qu'interprète pour le département d'État américain lui avaient appris quand le silence était la meilleure des réponses. Il savait exactement qui j'étais, cette Mary Langford. Brillante, oui. Le genre de PDG qui voit les chauffeurs comme des meubles. Une extension invisible de la voiture. Son téléphone a vibré. Un message d'aimant. « Papa, l'examen de biochimie m'a tué. » Sa fille, futur médecin, à l'école de médecine de Northwestern. 73 000 $ par an. Son salaire de chauffeur la couvrait à peine, même en prenant tous les corps. Sa pension du département d'État aidait, mais c'était moins que ce qu'il avait espéré après les coupes budgétaires de 2018 qui avaient ravagé les services diplomatiques. La technologie de traduction, avait-il prétendu, gérait le travail de routine. Elle ne le pouvait pas, mais à ce moment-là, toute sa division avait été éliminée. Sarah, sa femme, était morte 3 mois avant les licenciements, les frais médicaux leur ayant pris leur maison. Emma avait 15 ans alors, et la détermination farouche de devenir oncologue. Alors Julien avait vendu la maison de Georgetown, déménagé à Evanston, et avait appris que ses qualifications lui permettaient de conduire d'autres personnes à leurs réunions. La fierté le piquait, mais les frais de scolarité d'Emma, eux, étaient réglés. La vitre de séparation est descendue, me tirant de mes pensées sombres. La chaleur n'est pas uniforme, réglez ça. Julien a ajusté les ondes climatiques, son visage toujours de profil, impassible. La vitre est remontée. J'avais conduit des clients pires, sans doute. Ce travail exigeait l'invisibilité et il avait appris à devenir un fantôme.
Le feu s'est passé au vert. L'avenue Michigan s'étendait devant nous, très sous la neige. Julien avait conduit dans des hivers pires. Les moussons d'Islamabad, Moscou à -40. Son téléphone s'est illuminé, un message de répartiteur. Client Mercer, haute priorité. Quoi qu'elle ait besoin, faites en sorte que ça se produise. Julien connaissait les nouvelles du matin, le partenariat Tanabe-Ralo. Il avait même parcouru les termes sur Bloomberg. Reconnaissant l'équilibre délicat entre la hiérarchie corporative japonaise et la précision légale indienne, il savait exactement l'expertise linguistique dont j'avais besoin. Et il savait que je ne demanderais jamais à mon chauffeur. J'ai passé 6 autres appels. Chaque conversation se terminait plus mal que la précédente. Les départements de langues universitaires ne pouvaient pas aider. Le consulat était engagé ailleurs. Même les services d'interprétation vidéo étaient en panne à cause de la tempête. Mon cœur s'est serré un peu plus à chaque nom. 53 minutes. Mon téléphone a sonné. Monsieur Tonab en personne. Son ton était formel, implacable. Mademoiselle Langford, une question formelle. Êtes-vous prête? Notre équipe est prête. J'ai répondu d'une voix ferme. Une performance dont j'étais presque fier. Absolument. Et les services de traduction, tout est arrangé. Ce n'était pas vrai, mais il me restait 51 minutes pour que ça le devienne. Après l'appel, ma tête s'est renversée en arrière, appuyée contre l'appui-tête en cuir souple. Mes yeux se sont posés sur la fenêtre. La grande roue du Navy Pier était immobile, une silhouette fantomatique dans la brume de neige. J'ai pensé à appeler ma mère. Hélène aurait su quoi faire. Mais demander de l'aide signifiait admettre une faiblesse, et ça, c'était une chose que je ne pouvais pas me permettre, jamais. La vitre de séparation a glissé vers le bas. Lentement, comme si elle hésitait. « Madame, de quelles langues avez-vous besoin? » Ma tête s'est redressée d'un coup. « Excusez-moi. » Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. Ses yeux étaient gris, calmes, avec ce genre de sérénité qui vient de trop voir du monde. Je me souviens de m'être dit, « Tiens, ils sont clairs. » Une pensée absurde à ce moment-là. « Pour votre réunion, a-t-il... »« Ah, a-t-il dit. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Vous avez besoin de services d'interprétation. Quelle langue? L'audace. Un chauffeur qui s'immisçait dans ma crise professionnelle. C'était trop. Mon sang bouillonnait. « Ça ne vous regarde pas, » ai-je rétorqué, la voix basse mais pleine de menaces. « Regardez la route. » Il a continué comme si je n'avais rien dit, les yeux toujours rivés devant lui. Japonais. Terminologie technique, contexte de hiérarchie d'entreprise et hindi, registre juridique, probablement le droit des contrats spécifiquement. Je le fixais, sidéré. Il ne pouvait pas savoir ça. Comment? Il a ajouté, toujours sans me regarder. Vous aurez besoin de quelqu'un qui comprend les dynamiques culturelles. Quand un zaibatsu basé à Tokyo négocie avec une équipe juridique de Mumbai, les implications hiérarchiques à elles seules pourraient faire échouer l'accord si l'interprétation ne saisit pas le niveau de déférence approprié. La voiture est devenue très silencieuse, si silencieuse que j'entendais mon propre cœur battre à tout rompre. Vous, ai-je balbutié. Julien Mercer, madame, votre chauffeur. Il a fait une pause, puis, d'une voix posée et formelle, ancien interprète diplomatique senior, département d'État américain, 22 ans de service, 9 langues, dont le japonais et le hindi. Mon téléphone a sonné à nouveau. Je l'ai ignoré. J'ai regardé Julien, puis la vitre sombre de la portière, puis de nouveau Julien. Une lutte interne me rongeait. « Vous êtes un chauffeur », ai-je dit lentement, comme si le simple fait de le prononcer pouvait changer la réalité. « Oui, madame, je parle aussi couramment le japonais, le mandarin, le hindi, l'arabe, le russe, le français, l'espagnol et le portugais. J'ai un doctorat en relations internationales de Georgetown et un master en linguistique appliquée de Harvard. J'ai interprété pour 3 présidents, 2 sommets du G7
et les négociations sur la base d'Okinawa en 2015. Le téléphone a cessé de sonner, puis a recommencé. « Si vous êtes tous là, ai-je demandé, la voix empreinte d'une amère confusion, pourquoi conduisez-vous ma voiture? Parce que les doctorats ne peinent pas les frais de scolarité en médecine, a-t-il dit simplement, d'une franchise désarmante. Et j'ai une fille à Northwestern qui va devenir oncologue. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. Monsieur Tonab qui rappelait. J'ai regardé le chauffeur, ce Julien Mercier apparemment, et j'ai fait un calcul que mon équipe de gestion des risques aurait trouvé absolument horrifiant. Je suis une femme d'affaires, je sais lire les gens. Mais ça, c'était autre chose. Vous pouvez vraiment faire ça? Ai-je demandé. La vulnérabilité dans ma voix était perceptible, même pour moi. Oui, madame. Le langage de la responsabilité est extrêmement technique. Droit des brevets, questions de juridiction internationale, clause de force majeure spécifique à la technologie du calcul quantique. J'ai tout déballé, les yeux fixés sur lui, à la recherche du moindre signe d'hésitation. J'ai interprété le sommet de Tokyo sur la propriété intellectuelle en 2014, a dit Julien. Je suis familier avec la terminologie. Je ne savais plus quoi penser. C'était tellement inattendu, tellement étrange. Mais le temps pressait. J'ai répondu au téléphone. Monsieur Tonab, toutes mes excuses pour le retard. Puis-je vous mettre en haut-parleur? J'ai appuyé sur le bouton avant même qu'il ne puisse répondre. Monsieur Tonab, c'est Julien Mercier. Je faciliterai nos discussions aujourd'hui. Je voulais confirmer les paramètres de la clause 17 avant votre arrivée. Et puis il a parlé. En japonais. Fluide, formel, avec le niveau exact de respect approprié pour s'adresser à un dirigeant senior d'une grande entreprise. Je ne parlais pas japonais, mais j'ai entendu le ton de Tonab-san changer, se réchauffer légèrement. Surpris, mais visiblement satisfait. Puis Julien Swasewindi, s'adressant, je suppose, à Annika Rao, et j'ai entendu un rire, celui d'une femme, à l'autre bout de la ligne. Mademoiselle Rao dit que le langage contractuel de la section 7 est trop agressif, a traduit Julien, repassant à l'anglais. Elle craint qu'il ne donne l'impression que Technologies Nordic dicte les conditions plutôt que de proposer un partenariat. C'est une protection standard de la responsabilité, ai-je dit, un peu sur la défensive. Julien a de nouveau parlé en hindi, a écouté, puis est passé au japonais. Monsieur Tonab suggère, a-t-il dit, se tournant vers moi, que le mot standard implique que Technologies Nordic considère Tonabi Industries comme un client standard. Il recommande de reformuler le langage pour refléter la nature unique de ce partenariat. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas seulement les mots, mais la compréhension derrière eux. C'était plus que de la simple traduction. C'était de l'intuition, de la psychologie. C'était un talent que je n'avais pas ou que j'avais oublié de cultiver. J'avais les chiffres, les contrats, la logique, mais lui, il avait les gens. « Que suggérez-vous » ai-je demandé. Ma voix était plus douce, presque curieuse. Julien a garé la voiture dans le parking souterrain des Technologies Nordiques. Les néons crépus éteignirent après la lumière tamisée de la neige. « Parlez-leur de votre père » a-t-il dit tranquillement. « Quoi? Votre père était un ingénieur qui a contribué au développement de l'architecture des premiers microprocesseurs. J'ai lu le profil dans Forbes. Parlez à M. Tonab de la façon dont le travail de votre père s'est bâti sur la collaboration avec l'équipe de recherche de Sony dans les années 80. Faites de cela une question d'héritage, pas de responsabilité. » J'ai ouvert la bouche puis l'ai refermée. C'était tellement déroutant. Je l'avais traité comme un rien du matin, mais il m'offrait la solution. Et si j'échouais, si ça ne fonctionnait pas, mais son calme était contagieux d'une certaine manière. Julien parlait déjà en japonais, et j'ai entendu Tonab-san répondre avec ce qui ressemblait à un intérêt sincère. Monsieur Tonab dit que son père a travaillé sur ce même projet,
a traduit Julien. Il se souvient du nom de votre père grâce aux articles techniques. Ma gorge s'est serrée. J'avais été tellement obnubilé par le langage contractuel, les plafonds de responsabilité, les protections de la propriété intellectuelle, que j'en avais oublié les êtres humains derrière l'accord. C'était absurde. Mais c'était ça, la vie de PDG. Se perdre dans les chiffres et oublier ce qui compte vraiment. Dites-lui, ai-je dit lentement, une vague d'émotions inattendues me submergeant, que ce partenariat honore la conviction de nos pères. La technologie doit jeter des ponts, pas créer des fossés. Julien a traduit. Et cette fois, j'ai entendu de la chaleur dans la voix de Tonabson, même sans comprendre les mots. Il dit, a traduit Julien, qu'il a hâte d'en discuter en personne. 40 minutes, le temps s'était à la fois dilaté et contracté. L'appel a pris fin. Je suis resté assise dans la voiture maintenant garée, fixant l'arrière de la tête de Julien Mercer. Les cheveux gris coupés courts à la militaire, la posture droite de quelqu'un qui avait tenu dans des pièces où les mots pouvaient déclencher ou prévenir des guerres. « Pourquoi n'avez-vous rien dit avant ?» ai-je demandé. Ma voix était un murmure. « Vous n'avez pas demandé, madame. » Je vous ai traité de simple chauffeur. « Oui, madame. » La honte m'a frappé comme un seau d'eau glacée. J'ai relevé la vitre de séparation et je dis, c'était stupide de le mentionner. Oui, madame. J'ai rassemblé ma mallette, ma tablette, mon téléphone. Quand je suis sorti de la voiture, Julien était déjà là, tenant un parapluie pour me protéger de la neige qui avait trouvé un chemin même dans le garage couvert. J'ai besoin de vous à cette réunion, et je dis, je m'en doutais, madame. Et après, nous devrons parler de la raison pour laquelle quelqu'un avec vos qualifications conduit d'une voiture au lieu de travailler dans les relations diplomatiques. Coupe budgétaire, madame. Le département d'État a éliminé toute ma division en 2018. Les logiciels de traduction étaient censés nous remplacer. J'ai pensé aux initiatives d'IA de ma propre entreprise, aux algorithmes d'apprentissage automatique qui étaient censés tout révolutionner. Est-ce que ça a marché? Ai-je demandé. Le logiciel? Non, madame, mais le temps qu'ils s'en rendent compte, ils avaient déjà dépensé le budget. Nous nous sommes dirigés vers l'ascenseur privé qui menait directement à l'étage des cadres. Dans les portes en acier poli, j'ai aperçu nos reflets côte à côte. Moi dans mon tailleur à 3000 $, lui dans l'uniforme standard du chauffeur, costume sombre et cravate. L'ironie était à la fois brutale et méritée. Je suis désolé, ai-je dit. Pourquoi, madame? Pour vous avoir traité comme un meuble. Julien a appuyé sur le bouton du 47e étage. Vous n'êtes pas la première, madame. Ne serez pas la dernière. Ce n'est pas une excuse. Non, madame. Mais c'est la réalité. L'ascenseur a commencé à monter. J'ai envoyé un message à Pierre. Trouver une solution. L'étage des cadres ressemblait à une page de magazine de design. Mur de verre, bureau debout, vue sur la ligne d'horizon maintenant obscurcie par le blanc laiteux de la tempête. Pierre nous a rejoints, son expression oscillante entre la panique et le professionnalisme. « Marie, le conseil attend. Tonabson vient d'atterrir et nous n'avons pas. » Il s'est arrêté, regardant Julien. « C'est qui? » Julien Mercer, notre interprète. De quelle agence? Il conduisait ma voiture et il a plus d'expérience en négociations internationales que tous ici réunis. Donnez-lui un badge et briefez-le. Mon bureau était minimaliste. Bureau en verre, 2 chaises, un canapé en cuir, 3 objets sur les murs. Mon diplôme de MBA, une photo avec le gouverneur et un mot encadré de mon père. Fais confiance aux chiffres, mais n'oublie jamais les humains. J'avais de toute évidence oublié cette dernière partie. Ma mère a l'appelé de la Côte d'Azur. Non, Scottsdale. Elle était à Scottsdale. Maman, ce n'est pas le moment. Pierre a appelé. Il a dit que tu avais des problèmes. Son ton était léger, mais je savais qu'elle voyait clair à travers mes stratagèmes. C'est réglé, j'espère. Tu as été tellement occupée à être brillante que tu as oublié d'être humaine.
Ce n'est pas juste ça. Ma chérie, tu es tellement déterminée à n'avoir besoin de personne que tu traites les gens comme des pièces d'échecs. Ton père n'a jamais fait ça. J'ai regardé le mot encadré. Je sais. Le pouvoir, ce n'est pas d'écraser les gens, c'est de les élever avec toi. Essaie de t'en souvenir. L'appel s'est terminé. Pierre est apparu. Marie, ils sont prêts. Envoyez Julien d'abord. J'ai besoin de 5 minutes. Julien Mercer est entré comme quelqu'un habitué aux pièces où chaque mot compte. Pas de gesticulation, pas de regard curieux. Il a attendu, le regard attentif. Asseyez-vous, ai-je dit. Cet accord représente 18 mois de travail. Ai-je commencé, ma voix un peu plus hésitante que je ne l'aurais voulu. S'il échoue, Technologies Nordiques perd tout. Je vous fais confiance sur la base d'une conversation de 3 minutes. Oui, madame. Pourquoi devrais-je? Julien a sorti son téléphone, a ouvert des photos, lui entre deux hommes signant des documents, des drapeaux derrière eux, américains, chinois, japonais. Partenariat Transpacifique 2016. Clause de protection de la propriété intellectuelle. Photo suivante. Julien en uniforme militaire, plus jeune, devant un bunker. Interprétation du conflit de Sarajevo? Non, c'était Savodain non herten Balkon. Mon Dieu, mon cerveau est fatigué. Une autre, Julien serrant la main d'une femme ansari. Ministre indienne du Commerce 2013. Transfert de technologie et protection des brevets. Une douzaine d'autres images, chacune une fenêtre sur une carrière que j'avais complètement mal jugée. Le département d'État ne donne pas de félicitations facilement, a-t-il dit en me montrant un certificat. J'en ai 3. 2 pour avoir prévenu des incidents diplomatiques. 1 pour avoir identifié des risques de sécurité grâce à l'analyse linguistique. Il a rangé son téléphone. Vous devriez me faire confiance parce que j'ai passé 22 ans à m'assurer que les personnes puissantes se comprennent réellement. Et je n'ai jamais échoué. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Pour la première fois. Il y avait une force tranquille en lui. Une dignité qui contrastait fortement avec mon propre chaos interne. Qu'est-il arrivé? Comment passe-t-on de félicitations présidentielles à la conduite de véhicules pour des PDG surmenés? Ma femme est tombée malade. Les factures médicales ont tout emporté. Ma fille est entrée à l'école de médecine. Le département d'État a supprimé mon poste. J'ai choisi l'avenir de ma fille plutôt que ma fierté. Vous auriez pu trouver d'autres travaux d'interprétation. J'ai essayé. L'IA de traduction a convaincu les entreprises qu'elles n'avaient pas besoin d'humains. Les organisations qui embauchent veulent des gens sans le bagage du gouvernement. Apparemment, l'expérience au département d'État vous rend surqualifié pour tout, sauf pour conduire. C'est insensé. C'est l'économie. Mon téléphone a vibré. Pierre, ton absent est à 15 minutes. Je me suis levé. Après cette réunion, nous aurons une conversation plus longue sur ce que surqualifié signifie réellement. Oui, madame. Et arrêtez de m'appeler madame. C'est Marie. Oui, mademoiselle Langford. Assez proche. La salle de conférence était conçue pour intimider. D'immenses baies vitrées, une table de 30 places, une technologie intégrée. Je l'avais choisi pour rappeler à mes partenaires que Technologies Nordiques jouait dans la cour des grands. Le conseil était assis. Le président du conseil, Richard Sophie, James Chen, tous sceptiques face à tout ce qui était non conventionnel. Ils regardaient Julien comme un livreur perdu. « Marie, a dit Richard, sa voix chargée d'une impatience contenue. Où est l'interprète? » Indisponible. Voici Julien Mercer. Qualification, a demandé Sophie, toujours la plus directe. 22 ans. Interprète diplomatique senior, département d'État américain. Sommet présidentiel. Négociation du G7, accord de la base d'Okinawa. 9 langues, dont le japonais et le hindi. Doctorat en relations internationales de Georgetown. Master en linguistique appliquée de Harvard. Le silence est tombé, lourd, pesant. « C'est votre chauffeur », a dit James lentement.
la stupeur dans sa voix. C'est la personne la plus qualifiée de Chicago pour cette négociation. À moins que vous ne vouliez expliquer aux actionnaires pourquoi nous avons perdu 1,2 milliard de dollars parce que nous étions trop fiers pour accepter de l'aide, nous allons de l'avant. Richard a regardé Julien un long moment. Vous avez vraiment interprété pour des présidents? 3 d'entre eux, bien que les accords de confidentialité empêchent les détails. Sophie a ri, un son bref et inattendu. Je l'aime bien. Bien, ai-je dit, sentant une once de tension quitter mes épaules. Moment, ici je dois faire une petite pause. Franchement, cette situation, elle est tellement absurde que je n'arrive pas à la croire même en la vivant. Moi, Mary Langford, connue pour mon pragmatisme froid et ma logique implacable, en train de dépendre entièrement d'un homme que j'ai traité pire que la poussière sous mes chaussures, et de devoir ensuite le vendre à mon propre conseil d'administration. C'est un scénario de film mal écrit, non? Je me disais toujours que je contrôlais tout, que tout était prévisible, calculable. Mais la vie, elle, ne se soucie pas de tes feuilles de calcul ou de tes prévisions. Ou elle te jette des Julien Mercier en pleine face et tu dois t'adapter, ou tu coules. Et cette tempête de neige, cette maudite tempête, elle a juste accentué le chaos. C'est fou de voir à quel point tout peut basculer en quelques heures, simplement parce qu'un détail humain, une variable inattendue, comme on dirait au bureau, entre en jeu. Est-ce que c'est ça, la vraie force, de savoir quand lâcher prise et faire confiance à l'imprévu? Je n'en sais rien. Pour l'instant, je fais semblant d'être confiante, mais au fond, j'ai l'estomac noué. L'arrivée de Tonabson et d'Annika Rao était chorégraphiée avec une précision exquise. Pierre les a rencontrés dans le hall et les a conduits à travers des couloirs de verre où chaque employé de Nordics avait reçu l'instruction d'avoir l'air occupé, mais pas intrusif. Monsieur Tonab, 63 ans, aux cheveux argentés, se déplaçait avec la dignité mesurée de quelqu'un qui avait bâti un empire manufacturier à partir de l'atelier de son père. Annika Rao, 48 ans, aux yeux vifs, portait un sari en soie bleu profond. Ils étaient accompagnés de 4 assistants, de 2 avocats et d'une aura de scepticisme poli. Julien les a salués dans le couloir avant qu'ils n'atteignent la salle de conférence. Il s'est incliné devant Tonabson, pas trop profondément, ce qui aurait été obséquieux, pas trop peu, ce qui aurait été insultant. Exactement l'angle approprié lorsqu'un professionnel s'adresse à un cadre supérieur d'un zaibatsu. Il a parlé en japonais et j'ai vu l'expression de Tonabson passer de neutre à surprise puis à un plaisir sincère. Puis Julien s'est tourné vers Annika Rao et a parlé en hindi et elle a répondu par quelque chose qui l'a fait rire. Mademoiselle Rao dit, a traduit Julien, qu'elle est soulagée de travailler avec quelqu'un qui comprend que la tradition juridique de Mumbai n'est pas la même que celle de Delhi. Elle craignait que l'interprétation ne soit trop généralisée. Dites-lui, ai-je dit, me sentant plus à l'aise qu'il y a 1 heure, que nous avons fait appel au meilleur précisément parce que nous comprenons l'importance de la précision dans ce partenariat. La salle de conférence semblait différente avec Tonabson et Annika Rao présents, plus équilibrée, comme si la dynamique de pouvoir que j'avais tenté d'établir importait moins que la conversation elle-même. Julien s'est assis entre les délégations, pas à leur tête, un facilitateur, pas un participant. Avant de commencer, a-t-il dit en anglais, M. Tonab a demandé s'il pouvait partager une histoire. Julien a traduit tandis que Tonabson parlait de son père qu'il avait travaillé sur les premières technologies de semi-conducteurs dans les années 80. Comment il avait collaboré avec des ingénieurs américains, partageant la recherche malgré la concurrence des entreprises, croyant que la technologie appartenait à l'humanité. Mon père pensait que les meilleures innovations venaient de la création de ponts, pas de la construction de murs. Quand j'ai vu la proposition de Nordic, j'ai pensé à lui. J'ai senti quelque chose se relâcher en moi. C'était une ouverture que je n'aurais jamais pu créer par mes propres moyens.
Mon père était l'un de ces ingénieurs américains, et je dis, ma voix un peu plus forte que je ne l'aurais voulu, mais empreinte d'une émotion nouvelle. Richard Langford, il a travaillé sur l'architecture des microprocesseurs. Les yeux de Tonab-san se sont écarquillés. Il a parlé rapidement en japonais. Monsieur Tonab se souvient des articles de votre père, a dit Julien. Il dit qu'ils ont été fondamentaux pour sa propre éducation. Il est honoré de poursuivre cet héritage de collaboration. La réunion s'est transformée après cela. Ce que j'avais prévu comme une négociation contractuelle est devenu quelque chose de plus proche d'une conversation entre des personnes qui comprenaient qu'elles construisaient quelque chose ensemble. Julien ne se contentait pas de traduire des mots. Il traduisait le contexte, l'intention, la nuance culturelle. Quand Danica Rao a remis en question le langage de la responsabilité dans la clause 17, Julien n'a pas seulement converti son hindi en anglais. Il a expliqué la préoccupation sous-jacente sur la façon dont les tribunaux indiens interpréteraient les dispositions de force majeure. Quand Tonab-san a suggéré des modifications aux arrangements de partage de propriété intellectuelle, Julien a capturé non seulement la suggestion, mais le respect implicite qu'elle montrait pour la recherche propriétaire de Nordic. Il était tout simplement exceptionnel. 3 heures plus tard, nous avons fait une pause pour le déjeuner. L'équipe de traiteurs a apporté de la nourriture japonaise et indienne aux côtés d'options américaines. Un détail que Pierre avait réussi à gérer malgré le chaos du matin. J'ai trouvé Julien près des fenêtres, regardant la neige qui avait enfin commencé à se calmer. Vous n'interprétez pas seulement, ai-je dit, vous négociez. Je facilite la communication, a corrigé Julien. Il y a une différence. Monsieur Tonab veut cet accord, Mademoiselle Rao veut cet accord, vous voulez cet accord. Mais vous parlez tous des langues différentes. Et je ne parle pas seulement du japonais et du hindi. Je parle du langage de l'honneur corporatif contre la précision juridique, contre l'innovation technologique. Ils vous ont appris ça à Georgetown? Ils m'ont appris la théorie à Georgetown. Ah oui, a dit Julien. J'ai appris la pratique dans des pièces où les erreurs pouvaient déclencher des guerres. Ce n'est pas la guerre. Non, a concédé Julien, mais c'est important et les principes sont les mêmes. Comprendre ce que les gens veulent dire, pas seulement ce qu'ils disent. Trouver un terrain d'entente. Construire des ponts au lieu de murs. J'ai pensé à la vitre de séparation dans la voiture. J'ai construit un mur aujourd'hui. Oui. Ah, mais, a dit Julien, vous l'avez fait. Je suis désolé. Vous l'avez déjà dit. Je le redis. Il m'a regardé et j'ai vu quelque chose dans son expression s'adoucir légèrement. Excuse acceptée. Maintenant, allons sauver votre accord. La séance de l'après-midi s'est concentrée sur les calendriers de mise en œuvre et les protocoles d'intégration. C'était là que les négociations précédentes avaient bloqué. Nordic voulait un déploiement rapide pour devancer la concurrence. Tandis que Tonab-san insistait sur des tests approfondis pour protéger leur réputation de fabricant, Anika Rao, représentant les intérêts juridiques et financiers, avait besoin de garanties qu'aucune entreprise ne serait exposée à une responsabilité si le calendrier agressif échouait. C'était une impasse à 3 déguisée en collaboration. Julien a écouté les 3 positions, puis a parlé tranquillement en japonais à Tonab-san. Tonab-san a répondu par ce qui ressemblait à une question. Julien s'est passé au hindi, parlant avec Anika Rao, puis il s'est tourné vers moi. Puis-je suggérer quelque chose? S'il vous plaît. Le problème n'est pas le calendrier, ni les tests, ni la responsabilité. Le problème est la confiance. Monsieur Tonab doit avoir confiance que Nordic ne sacrifiera pas la qualité pour la rapidité. Mademoiselle Rao doit avoir confiance que les 2 entreprises partageront le risque de manière égale. Vous devez avoir confiance que la minutie de Tonab-san n'étranglera pas l'innovation. Et comment construisons-nous cette confiance, ai-je demandé. J'étais pendu à ses lèvres. Parlez-leur de kintsugi, a dit Julien. J'ai froncé les sourcils. La technique japonaise de réparation de poterie? Oui. Où les céramiques cassées sont réparées avec de l'or,
faisant des fissures une partie de la beauté au lieu d'essayer de les cacher. Dites-leur que ce partenariat devrait fonctionner de la même manière. Nous reconnaissons les points de fracture potentielles et les rendons plus solides au lieu de prétendre qu'ils n'existent pas. J'ai regardé Tonab Sen, puis Anika Rao. L'idée était belle, presque poétique pour un contrat d'affaires. Mais était-ce applicable? Je ne suis pas sûr de comprendre comment cela s'applique au langage contractuel. Regardez, a dit Julien. Il a parlé en japonais, expliquant la métaphore. L'expression de Tonab-san a changé. Il s'est penché en avant, intéressé. Julien est passé au hindi et Anika Rao a hoché lentement la tête. Monsieur Tonab suggère, a traduit Julien, que nous créions un comité de surveillance conjoint. Non pas pour contrôler, mais pour communiquer. Des réunions hebdomadaires pendant la première année de mise en œuvre, avec des représentants des deux entreprises et des rapports transparents sur les progrès et les problèmes. Mademoiselle Rao ajoute, a continué Julien, que le comité devrait avoir le pouvoir contraignant de suspendre le déploiement si des problèmes de qualité surviennent, mais seulement avec un accord unanime. J'y ai réfléchi. Cela leur donne un droit de veto sur notre calendrier. Cela donne un droit de veto à tout le monde, a corrigé Julien, y compris à vous. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la collaboration. Ce n'est pas non plus dans le contrat original. Le contrat original, a dit Julien doucement, était sur le point d'échouer. J'ai regardé mon équipe juridique. Pierre, mon assistant, tapait déjà des notes, sans doute en train de rédiger le libellé d'une disposition de surveillance conjointe. Dites-leur, ai-je dit, le ton désormais rempli de conviction, que je suis d'accord. Nous allons le structurer comme un conseil de partenariat avec une représentation égale et des protocoles de prise de décision clairs. Nous ferons des fissures une partie de la force. Tonab-san a souri quand Julien a traduit. Il s'est levé et contourné la table et m'a tendu la main. Je l'ai serré et j'ai senti 18 mois de tension enfin se relâcher. C'était la première fois en longtemps que je me sentais aussi légère. À deux viveurs, nous avions un protocole d'accord. Pas le contrat final, il faudrait encore quelques semaines aux avocats pour le perfectionner, mais un cadre que les deux parties pouvaient signer. La disposition du conseil de partenariat y figurait, noir sur blanc. Tout comme les calendriers révisés, les structures de responsabilité partagée, les protections de propriété intellectuelle qui satisfaisaient aux normes juridiques américaines et indiennes. Tonab-san et Anika Rao ont signé en premier, utilisant des stylos calligraphiques formels fournis par leurs assistants. J'ai signé en dernier, mes signatures semblant hâtivement modernes à côté des leurs. Quand les délégations sont finalement parties, promettant de revenir dans 2 semaines pour la signature formelle, je me suis retrouvé seul dans la salle de conférence avec Julien. Vous avez sauvé mon entreprise, ai-je dit. La gratitude était palpable dans ma voix. J'ai clarifié la communication, a corrigé Julien. Vous avez construit quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. C'est généreux, étant donné la façon dont je vous ai traité ce matin. Ce matin, vous étiez désespéré et terrifié, a dit Julien. Les gens ne sont pas à leur meilleur quand ils sont désespérés et terrifiés. Ce n'est toujours pas une excuse. Non, a-t-il concédé, mais c'est un contexte. J'ai regardé le protocole d'accord signé sur la table. 1 à 2 milliards de dollars de valeur de partenariat, bâti sur une fondation qui avait presque croulé parce que j'avais été trop fier pour demander de l'aide. Trop orgueilleuse même. Je veux vous offrir un poste, ai-je dit, sans réfléchir. Comme quoi? Vice-président senior des relations internationales. Vous relèveriez directement de moi. Votre travail serait de faire exactement ce que vous avez fait aujourd'hui. Construire des ponts. Traduire non seulement les mots, mais les intentions. Nous aider à naviguer dans les complexités culturelles des partenariats mondiaux. Julien est resté silencieux un long moment. Le temps s'étirait. Le salaire serait à la hauteur du rôle, ai-je poursuivi. 6 chiffres, avantages sociaux complets, options d'achat d'actions,
Assez pour couvrir les frais de scolarité en médecine sans faire de double quart. Pourquoi? A demandé Julien, son regard scrutateur. Parce que vous êtes brillant. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui peut voir ce que je ne peux pas voir. J'ai fait une pause. Parce que ma mère m'a rappelé que le pouvoir ne consiste pas à se tenir au-dessus des autres. Il s'agit de les élever avec vous. Votre salaire de chauffeur est de 42 000 par an, a dit Julien. Je sais. Vous m'offrez au moins 3 fois cela. Je vous offre ce que vous valez, ce qui est probablement plus de 3 fois cela, mais commençons quelque part et négocions. Julien a regardé la ligne d'horizon de Chicago. La neige avait complètement cessé et le coucher de soleil peignait les nuages dans des nuances d'ambre et de rose. C'était magnifique, un calme après la tempête. J'ai besoin d'y réfléchir, a-t-il dit, et j'ai besoin de parler à ma fille. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce poste de chauffeur. Elle devrait être la raison pour laquelle je le quitte. Je comprends. Il s'est tourné vers moi. Mais je veux que vous compreniez quelque chose, Mary. Je n'ai pas fait ça pour une offre d'emploi. Je l'ai fait parce que c'était nécessaire et que je pouvais le faire. Si j'avais voulu tirer parti de cela pour un emploi, je vous aurais dit mes qualifications avant d'arriver à votre immeuble. Je sais, ai-je dit, c'est pourquoi je veux vous embaucher. Julien a souri, un vrai cette fois, un sourire qui atteignait ses yeux. Laissez-moi parler à Emma. Je vous donnerai une réponse demain. Ça me va. Il s'est dirigé vers l'ascenseur puis a fait une pause. Pour ce que ça vaut, vous êtes meilleur que vous ne le pensez. Il vous suffit de vous rappeler que les gens qui vous entourent sont des atouts, pas des obstacles. Après son départ, je suis resté dans la salle de conférence, regardant le coucher de soleil transformer la ville enneigée en quelque chose de sublime. Mon téléphone a vibré. Ma mère m'envoyait un message. Pierre a appelé, dit que l'accord est sauvé. J'imagine que tu t'es souvenu des humains. J'ai tapé en retour. Oui, merci. Fier de toi, ma chérie. J'ai regardé la salle de conférence vide, le protocole d'accord signé, mon reflet dans les fenêtres assombri. J'avais passé toute ma carrière à essayer de tout faire seul. Bâtir l'entreprise, conclure les accords, prouver que je n'avais besoin de l'aide de personne. Cela m'avait rendu brillante et solitaire, et tellement focalisé sur le contrôle que j'avais presque détruit la chose que j'essayais de protéger. Le mot de mon père, celui encadré dans mon bureau. Fais confiance aux chiffres, mais n'oublie jamais les humains. J'avais fait confiance aux chiffres pendant si longtemps que j'avais oublié la deuxième partie. Julien a appelé le lendemain matin depuis un café près de Northwestern. Elle m'a dit que je devrais prendre le poste, a-t-il dit. Mais elle a des conditions. La première est que vous le pensiez réellement. Elle craint que ce ne soit de la culpabilité déguisée en respect professionnel. J'ai réfléchi attentivement. Dites-lui que c'est les deux. Je me sens coupable de la façon dont je vous ai traité, mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'offre le poste. Je l'offre parce que ce que vous avez fait hier était extraordinaire. Et Technologies Nordic a besoin de personnes extraordinaires. Deuxième condition, a continué Julien. Elle veut vous rencontrer. Elle dit que toute personne qui a le pouvoir de changer la vie de son père devrait être prête à la regarder dans les yeux et à expliquer pourquoi. J'ai souri. Je l'aime déjà. Quand? Demain, si vous êtes libre. Elle a une pause entre les cours à 14 heures. Je serai là. Troisième condition, a dit Julien, et sa voix a changé devenant plus sérieuse. Celle-ci vient de moi. Si je prends ce poste, vous n'aurez pas le droit de traiter qui que ce soit d'autre de la façon dont vous m'avez traité hier. Ni les concierges, ni les stagiaires, ni la réceptionniste. Tout le monde compte, sinon ça ne marche pas. J'ai pensé aux répartiteurs du service de voiture de fonction, aux assistants administratifs. Je ne remarquais à peine les gardiens de nuit dont je n'avais jamais pris la peine d'apprendre les noms. D'accord, ai-je dit. En fait, je vais l'ajouter aux évaluations de performance de mon équipe de direction. La façon dont nous traitons les personnes qui ne sont pas dans la salle de conseil compte autant que les bénéfices trimestriels. Alors j'accepte, a dit Julien avec une dernière requête. Nommez-la. Le service de voiture de fonction que vous utilisez.
Ils sous-payent leurs chauffeurs et les surchargent de travail. Je le sais parce que j'y ai été pendant 6 mois. Si vous voulez être cohérente avec cette philosophie du tout le monde compte, commencez par là. Considérez que c'est fait, ai-je dit. Et Julien, merci pour hier, pour aujourd'hui, pour m'avoir rappelé ce que signifie réellement le leadership. De rien. Maintenant, à propos de cette négociation salariale que vous avez mentionnée, j'ai ri. Un vrai rire qui résonnait dans le bureau maintenant paisible. Mon bureau, lundi matin, apportez vos conditions. La réunion du lundi est devenue le fondement de quelque chose de plus vaste. Julien a bâti une équipe de liaisons culturelles et de spécialistes régionaux qui ont compris que les affaires mondiales exigeaient plus que de simples contrats. En 6 mois, Nordic s'est étendu sur 3 nouveaux marchés. Le partenariat Tonab est devenu leur modèle. Transparent, communicatif, bâti sur la confiance plutôt que sur le contrôle. J'ai appris à reconnaître le talent partout. Le concierge de nuit, qui parlait 6 langues, a rejoint l'équipe de Julien. La réceptionniste, titulaire d'un diplôme de philosophie, a commencé à modérer les négociations. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Le chiffre d'affaires international a doublé. La rétention du personnel a atteint des records. Emma Mercer a été acceptée en oncologie à Johns Hopkins. Elle m'a envoyé un mot. Merci d'avoir vu la valeur de mon père. 2 ans plus tard, nous étions dans la même salle de conférence, célébrant le prix de l'innovation de Nordic. Vous vous souvenez de la vitre de séparation? A demandé Julien. Tous les jours, ai-je dit. Elle me rappelle que les vraies conversations ont lieu lorsque nous supprimons nos barrières. J'ai fait une pause. J'ai fait donne de cette voiture. La nouvelle n'a pas de séparation. Nous avons regardé Chicago ensemble, la ville qui nous avait mis à l'épreuve et nous avait donné des secondes chances. Dehors, la neige tombait à nouveau. Mais cette fois, aucun de nous ne la voyait comme une menace. Juste Chicago, belle et difficile, et qu'il valait la peine de naviguer ensemble. Les barrières entre nous, les vitres de séparation, les suppositions, les murs construits par la fierté et la peur, avaient enfin disparu définitivement. Aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai commis des erreurs, beaucoup, probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est clair, rien n'est parfait. Mais c'est la mienne, sais-je, et je l'accepte enfin. Le vent fouettant la baie de Chicago était glacial, coupant à travers mon tailleur de luxe comme s'il était fait de papier. Pourtant, l'air dans cette chambre de conférence monumentale, noyé de verre et d'acier, était encore plus mordant. Les visages du conseil d'administration, Richard, Sophie, James, étaient impassibles, une fresque de scepticisme gravée sur des traits trop familiers. Devant eux, Julien, mon chauffeur de ce matin, se tenait droit comme un i. Il avait cette posture d'homme qui avait déjà vu et entendu bien des choses, sans que rien n'y paraisse sur son visage. Le genre de calme qui, dans d'autres circonstances, m'aurait exaspéré, mais qui, à ce moment précis, était la seule ancre à laquelle je pouvais me raccrocher. Comment en étais-je arrivé là, franchement? Moi, Murray Langford, PDG des technologies nordiques, l'une des figures de proue de la technologie quantique, en train de parier 2 milliards de dollars et des mois, des années de ma vie, sur un inconnu rencontré moins de 3 heures auparavant. C'était complètement insensé. Si quelqu'un m'avait dit ça quelques jours plus tôt, j'aurais probablement viré la personne sur le champ pour incompétence. Pourtant, me voilà. Mon cœur battait la chamade, une symphonie de peur et d'espoir sourde dans mes tempes. J'avais les mains moites, malgré l'humidité glacée qui traversait la ville. Il n'y a pas si longtemps, ce matin même pour être exact, j'étais coincé à l'arrière d'une Mercedes S-Class, l'avenue Michigan défilant dehors comme un mauvais rêve blanc. Une tempête de neige, la pire que j'ai vue en février, balayait Chicago, transformant la ville en un tableau abstrait de flocons et de grisailles. Les essuie-glaces du véhicule luttaient désespérément,
Un balai stérile contre le blizzard. Chaque seconde qui passait me tirait un peu plus dans un abîme de panique. Mes doigts tambourinaient frénétiquement sur l'écran de mon téléphone. Le quatrième appel à une agence de traduction, je crois. Ou peut-être le cinquième. Mon esprit était un tourbillon. Toutes les agences que j'avais contactées avaient apparemment eu une panne d'équipement, un prétexte si transparent que j'en avais la nausée. En vérité, elles avaient sans doute trouvé des clients prêts à payer plus cher. Des opportunistes, comme toujours. Il ne restait que 87 petites minutes avant l'atterrissage de la délégation Tanabe-Ra'alo à l'aéroport d'Orly. Non, O'Hare, c'était O'Hare. Mon Dieu, j'étais tellement à cran que les noms des aéroports se mélangeaient. 7 minutes pour sauver un partenariat de 1 à 2 milliards de dollars. Un accord que j'avais négocié pendant 18 longs mois, clause par clause, mot par mot, avec la patience d'un saint et la ténacité d'un bulldog. L'enjeu était monumental, il s'agissait de l'avenir de Technologies Nordic. L'échec n'était pas une option, jamais. Le chauffeur, un nouveau de l'entreprise de voitures avec chauffeur, je ne me souvenais pas de son nom, avait eu l'audace de baisser le volume de la radio, un heure de jazz léger qui me donnait déjà des migraines. Il pensait sans doute être serviable, me laissant un peu de silence pour réfléchir. Mon sang n'a fait qu'un tour. Gardez vos mains pour vous, ai-je lancé, sans même lever les yeux de mon téléphone, et la musique reste éteinte. J'ai besoin de me concentrer. À travers la vitre teintée, j'ai vu sa main se retirer lentement. Lentement, bien. Il apprenait. Je savais que mon ton était trop sec, mais je n'avais pas le temps pour la douceur. J'ai sorti la tablette, relisant la clause 17 du contrat Tonabe Industries. Pour la 100e fois de la journée. Le langage technique de la responsabilité légale était si dense, si labyrinthique, qu'il exigeait quelqu'un qui comprenait à la fois les subtilités de l'étiquette corporative japonaise et la terminologie contractuelle indienne la plus pointue. Annika Rao, la directrice financière de M. Tonabe, allait personnellement éplucher chaque mot. Pierre, mon assistant, m'avait prévenu il y a 3 semaines de ne pas dépendre d'une seule firme de traduction. J'avais balayé ces inquiétudes. L'agence Riverside Languages avait géré l'expansion de Pékin, cette fusion complexe. Ils étaient fiables, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Comme tout le monde, j'imagine. Mon reflet me regardait depuis la fenêtre de la voiture. 42 ans, des cheveux blonds, cendrés et tirés en un chignon strict, presque militaire. Le genre de femme que Bloomberg décrivait comme brillamment impitoyable. J'avais bâti Technologies Nordic à partir d'un projet de recherche universitaire raté pour en faire une puissance incontournable dans le calcul quantique. L'échec, je ne connaissais pas ce mot. Je refusais de le connaître. Le chauffeur a ajusté son rétroviseur. Ses yeux clairs croisaient les miens, un instant fugace. Les yeux sur la route. Ai-je dit d'une voix neutre, pas sur moi. Oui, madame, a-t-il répondu. Sa voix était calme, presque douce. Une qualité qui curieusement méritait plus qu'une réplique insolente. Je voulais de l'efficacité, de l'obéissance, pas de la gentillesse. J'ai fait défiler mes contacts encore et encore. Chaque interprète qualifié du Midwest était soit déjà pris, soit bloqué par la tempête. La moitié des vols à destination de Chicago étaient cloués au sol. La délégation Tanabe-Ra'alo, eux, venait de Tokyo en jet privé, équipé pour le dégivrage, mais mes interprètes de secours, qui devaient venir de New York, n'avaient pas eu cette chance. Mon téléphone a vibré. Pierre. Toujours rien. J'ai contacté le département de langue de Northwestern. Leur professeur de japonais est à Kyoto. J'ai jeté le téléphone sur le siège en cuir, ma frustration grimpant en flèche, une boule chaude dans ma gorge. Dehors, Chicago était devenu une boule à neige géante. Les lions de l'Art Institute portaient des bonnets blancs de glace. Le Millennium Park était désert, à l'exception des équipes d'entretien qui se battaient pour maintenir les allées dégagées. La voiture a ralenti à un feu rouge. À l'avant, le chauffeur a tendu la main vers quelque chose sur le tableau de bord. Sans doute son propre téléphone. L'outrecuidance.
Je ne le payais pas pour qu'il texte ses amis. Je ne vous paye pas pour envoyer des messages à vos amis. Ai-je dit, ma voix tranchante comme du verre. Connaissez votre place. J'ai appuyé sur le bouton qui relevait complètement la vitre de séparation, me scellant dans mon cocon arrière. Mieux, je ne pouvais pas pincer avec quelqu'un qui flottait dans mon champ de vision périphérique. Ce que je n'ai pas vu, bien sûr, c'est la façon dont sa mâchoire s'est contractée ou comment sa main, en fait, ne cherchait pas son téléphone, mais les commandes de la climatisation. Les bouches d'aération arrière soufflaient de l'air froid, et il avait remarqué que j'avais frissonné. Julian Mercer, un nom que j'aurais dû apprendre plus tôt. Mais bon, un chauffeur, c'est un chauffeur. Julien, lui, n'a pas bougé, ses yeux fixés sur la route glissante. 22 ans Matisse en tant qu'interprète pour le département d'État américain lui avait appris quand le silence était la meilleure des réponses. Il savait exactement qui j'étais. Cette Mary Langford. Brillante, oui. Le genre de PDG qui voit les chauffeurs comme des meubles, une extension invisible de la voiture. Son téléphone a vibré, un message d'aimant. « Papa, l'examen de biochimie m'a tué. » Ça fait, futur médecin, à l'école de médecine de Northwestern. 73 000 $ par an. Son salaire de chauffeur la couvrait à peine, même en prenant tous les corps. Sa pension du département d'État aidait, mais c'était moins que ce qu'il avait espéré après les coupes budgétaires de 2018 qui avaient ravagé les services diplomatiques. La technologie de traduction, avait-il prétendu, gérerait le travail de routine. Il ne le pouvait pas, mais à ce moment-là, toute sa division avait été éliminée. Sarah, sa femme, était morte 3 mois avant les licenciements, les frais médicaux leur ayant pris leur maison. Emma avait 15 ans alors, et la détermination farouche de devenir oncologue. Alors Julien avait vendu la maison de Georgetown, déménagé à Evestone, et avait appris que ses qualifications lui permettaient de conduire d'autres personnes à leurs réunions. La fierté le piquait, mais les frais de scolarité d'Emma, eux, étaient réglés. La vitre de séparation était descendue, me tirant de mes pensées sombres. La chaleur n'est pas uniforme. Réglez ça. Julien a ajusté les zones climatiques, son visage toujours de profil, impassible. La vitre est remontée. J'avais conduit des clients pires, sans doute. Ce travail exigeait l'invisibilité et il avait appris à devenir un fantôme. Le feu est passé au vert. L'avenue Michigan s'étendait devant nous, traîtresse sous la neige. Julien avait conduit dans des hivers pires. Les moussons d'Islamabad, Moscou à -40. Son téléphone s'est illuminé, un message du répartiteur. Client Mercer, haute priorité. Quoi qu'elle ait besoin, faites en sorte que ça se produise. Julien connaissait les nouvelles du matin, le partenariat Tanabe-Rahalo. Il avait même parcouru les termes sur Bloomberg. Reconnaissant l'équilibre délicat entre la hiérarchie corporative japonaise et la précision légale indienne, il savait exactement l'expertise linguistique dont j'avais besoin. Et il savait que je ne demanderais jamais à mon chauffeur. J'ai passé 6 autres appels. Chaque conversation se terminait plus mal que la précédente. Les départements de langues universitaires ne pouvaient pas aider. Le consulat était engagé ailleurs. Même les services d'interprétation vidéo étaient en panne à cause de la tempête. Mon cœur s'est serré un peu plus à chaque nom. 53 minutes, mon téléphone a sonné. Monsieur Tonab en personne. Son ton était formel, implacable. « Mademoiselle Langford, une question formelle. Êtes-vous prête? Notre équipe est prête? » J'ai répondu d'une voix ferme. Une performance dont j'étais presque fier. « Absolument. » Et les services de traduction, tout est arrangé. Ce n'était pas vrai, mais il me restait 51 minutes pour que ça le devienne. Après l'appel, ma tête s'est renversée en arrière, appuyée contre l'appui-tête en cuir souple. Mes yeux se sont posés sur la fenêtre. La grande roue du Navy Pier était immobile, une silhouette fantomatique dans la brume de neige. J'ai pensé à appeler ma mère. Hélène aurait su quoi faire. Mais demander de l'aide signifiait admettre une faiblesse. Et ça, c'était une chose que je ne pouvais pas me permettre.
Jamais. La vitre de séparation a glissé vers le bas, lentement, comme si elle hésitait. Madame, de quelle langue avez-vous besoin? Ma tête s'est redressée d'un coup. Excusez-moi? Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. Ses yeux étaient gris, calmes, avec ce genre de sérénité qui vient de trop voir du monde. Je me souviens m'être dit, tiens, ils sont clairs. Une pensée absurde à ce moment-là. Pour votre réunion, a-t-il dit, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Vous avez besoin de services d'interprétation. Quelle langue? L'audace. Un chauffeur qui s'immisçait dans ma crise professionnelle. C'était trop. Mon sang bouillonnait. Ça ne vous regarde pas. Ai-je rétorqué, la voix basse mais pleine de menaces. Regardez la route. Il a continué comme si je n'avais rien dit, les yeux toujours rivés devant lui. Japonais. Terminologie technique, contexte de hiérarchie d'entreprise, et hindi, registre juridique, probablement le droit des contrats spécifiquement. Je le fixais, sidéré. Il ne pouvait pas savoir ça. Comment? Il a ajouté, toujours sans me regarder. Vous aurez besoin de quelqu'un qui comprend les dynamiques culturelles. Quand un zaibatsu basé à Tokyo négocie avec une équipe juridique de Mumbai, les implications hiérarchiques à elles seules pourraient faire échouer l'accord si l'interprétation ne saisit pas le niveau de déférence approprié. La voiture est devenue très silencieuse, si silencieuse que j'entendais mon propre cœur battre à tout rompre. Vous, ai-je balbutié. Julien Mercier, madame, votre chauffeur. Il a fait une pause, puis, d'une voix posée et formelle. Ancien interprète diplomatique senior, département d'État américain, 22 ans de service, 9 langues, dont le japonais et le hindi. Mon téléphone a sonné à nouveau, je l'ai ignoré. J'ai regardé Julien, puis la vitre sombre de la portière, puis de nouveau Julien. Une lutte interne me rongeait. Vous êtes un chauffeur, ai-je dit lentement, comme si le simple fait de le prononcer pouvait changer la réalité. Oui, madame. Je parle aussi couramment le japonais, le mandarin, le hindi, l'arabe, le russe, le français, l'espagnol et le portugais. J'ai un doctorat en relations internationales de Georgetown et un master en linguistique appliquée de Harvard. J'ai interprété pour 3 présidents, 2 sommets du G7 et les négociations sur la base d'Okinawa en 2015. Le téléphone a cessé de sonner, puis a recommencé. Si vous êtes tous là, ai-je demandé, la voix empreinte d'une amère confusion, pourquoi conduisez-vous ma voiture? Parce que les doctorats ne paient pas les frais de scolarité en médecine. Médecine, a-t-il dit simplement, d'une franchise désarmante. Et j'ai une fille à Northwestern qui va devenir oncologue. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. Monsieur Tonab qui rappelait. J'ai regardé le chauffeur, ce Julien Mercer apparemment, et j'ai fait un calcul que mon équipe de gestion des risques aurait trouvé absolument horrifiant. Je suis une femme d'affaires, je sais lire les gens. Mais ça, c'était autre chose. Vous pouvez vraiment faire ça? Ai-je demandé. La vulnérabilité dans ma voix était perceptible, même pour moi. Oui, madame. Le langage de la responsabilité est extrêmement technique. Droit des brevets, question de juridiction internationale, clause de force majeure spécifique à la technologie du calcul quantique. J'ai tout déballé, les yeux fixés sur lui à la recherche du moindre signe d'hésitation. J'ai interprété le sommet de Tokyo sur la propriété intellectuelle en 2014, a dit Julien. Je suis familier avec la terminologie. Je ne savais plus quoi penser. C'était tellement inattendu, tellement étrange. Mais le temps pressait, j'ai répondu au téléphone. Monsieur Tonab, toutes mes excuses pour le retard. Puis-je vous mettre en haut-parleur? J'ai appuyé sur le bouton avant même qu'il ne puisse répondre. Monsieur Tonab, c'est Julien Mercier. Je faciliterai nos discussions aujourd'hui. Je voulais confirmer les paramètres de la clause 17 avant votre arrivée. Et puis il a parlé, en japonais, fluide, formel, avec le niveau exact de respect approprié pour s'adresser à un dirigeant senior d'une grande entreprise.
Je ne parlais pas japonais. Mais j'ai entendu le ton de Tonab-san changer, se réchauffer légèrement. Surpris, mais visiblement satisfait. Puis Julien est passé au hindi, s'adressant, je suppose, à Anika Rao. Et j'ai entendu un rire, celui d'une femme, à l'autre bout de la ligne. Mademoiselle Rao dit que le langage contractuel de la section 7 est trop agressif, a traduit Julien, repassant à l'anglais. Elle craint qu'il ne donne l'impression que Technologies Nordiques dicte les conditions plutôt que de proposer un partenariat. C'est une protection standard de la responsabilité, ai-je dit, un peu sur la défensive. Julien a de nouveau parlé en hindi, a écouté, puis est passé au japonais. Monsieur Tonab suggère, a-t-il dit, se tournant vers moi, que le mot standard implique que Technologies Nordiques considère Tonabi Industries comme un client standard. Il recommande de reformuler le langage pour refléter la nature unique de ce partenariat. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas seulement les mots, mais la compréhension derrière eux. C'était plus que de la simple traduction. C'était de l'intuition, de la psychologie. C'était un talent que je n'avais pas ou que j'avais oublié de cultiver. J'avais les chiffres, les contrats, la logique, mais lui, il avait les gens. Que suggérez-vous? Ai-je demandé. Ma voix était plus douce, presque curieuse. Julien a garé la voiture dans le parking souterrain des Technologies Nordiques. Les néons crépus étaient durs après la lumière tamisée de la neige. « Parlez-leur de votre père », a-t-il dit tranquillement. « Quoi? » Votre père était un ingénieur qui a contribué au développement de l'architecture des premiers microprocesseurs. J'ai lu le profil dans Forbes. Parlez à M. Tonab de la façon dont le travail de votre père s'est bâti sur la collaboration avec l'équipe de recherche de Sony dans les années 80. Faites de cela une question d'héritage, pas de responsabilité. J'ai ouvert la bouche, puis l'ai refermée. C'était tellement déroutant. Je l'avais traité comme un rien du matin. Mais il m'offrait la solution. Et si j'échouais, si ça ne fonctionnait pas, mais son calme était contagieux d'une certaine manière. Julien parlait déjà en japonais, et j'ai entendu Tonab-san répondre avec ce qui ressemblait à un intérêt sincère. Monsieur Tonab dit que son père a travaillé sur ce même projet, a traduit Julien. Il se souvient du nom de votre père grâce aux articles techniques. Ma gorge s'est serrée. J'avais été tellement obnubilé par le langage contractuel, les plafonds de responsabilité, les protections de la propriété intellectuelle, que j'en avais oublié les êtres humains derrière l'accord. C'était absurde. Mais c'était ça, la vie de PDG, se perdre dans les chiffres et oublier ce qui compte vraiment. Dites-lui, ai-je dit lentement, une vague d'émotions inattendues me submergeant, que ce partenariat honore la conviction de nos pères. La technologie doit jeter des ponts, pas créer des fossés. Julien a traduit. Et cette fois, j'ai entendu de la chaleur dans la voix de Tonab-san, même sans comprendre les mots. Il dit, a traduit Julien, qu'il a hâte d'en discuter en personne. 40 minutes. Le temps s'était à la fois dilaté et contracté. L'appel a pris fin. Je suis resté assise dans la voiture maintenant garée, fixant l'arrière de la tête de Julien Mercier. Les cheveux gris coupés courts, à la militaire, la posture droite de quelqu'un qui avait tenu dans des pièces où les mots pouvaient déclencher ou prévenir des guerres. « Pourquoi n'avez-vous rien dit avant ?» ai-je demandé. Ma voix était un murmure. « Vous n'avez pas demandé, madame. Je vous ai traité de simple chauffeur. »« Oui, madame. » La honte m'a frappé comme un seau d'eau glacée. J'ai relevé la vitre de séparation. Ai-je dit, c'était stupide de le mentionner. Oui, madame. J'ai rassemblé ma mallette, ma tablette, mon téléphone. Quand je suis sorti de la voiture, Julien était déjà là, tenant un parapluie pour me protéger de la neige qui avait trouvé un chemin même dans le garage couvert. J'ai besoin de vous à cette réunion, ai-je dit. Je m'en doutais, madame. Et après, nous devrons parler de la raison pour laquelle quelqu'un, avec vos qualifications, conduit une voiture au lieu de travailler dans les relations diplomatiques. Coupe budgétaire, madame. Le département d'État a éliminé toute ma division en 2018.
Les logiciels de traduction étaient censés nous remplacer. J'ai pensé aux initiatives d'IA de ma propre entreprise, aux algorithmes d'apprentissage automatique qui étaient censés tout révolutionner. Est-ce que ça a marché? Ai-je demandé. Le logiciel? Non, madame. Mais le temps qu'ils s'en rendent compte, ils avaient déjà dépensé le budget. Nous nous sommes dirigés vers l'ascenseur privé qui menait directement à l'étage des cadres. Dans les portes en acier poli, j'ai aperçu nos reflets côte à côte. Moi, dans mon tailleur à 3000 $, lui dans l'uniforme standard du chauffeur, costume sombre et cravate. L'ironie était à la fois brutale et méritée. Je suis désolé, ai-je dit. Pourquoi, madame? Pour vous avoir traité comme un meuble. Julien a appuyé sur le bouton du 47e étage. Vous n'êtes pas la première, madame. Ne serez pas la dernière. Ce n'est pas une excuse. Non, madame. Mais c'est la réalité. L'ascenseur a commencé à monter. J'ai envoyé un message à Pierre. Trouvez une solution. L'étage des cadres ressemblait à une page de magazine de design. Mur de verre, bureau debout, vue sur la ligne d'horizon maintenant obscurcie par le blanc laiteux de la tempête. Pierre nous a rejoints, son expression oscillant entre la panique et le professionnalisme. « Marie, le conseil attend. Ton absent vient d'atterrir et nous n'avons pas... » Il s'est arrêté, regardant Julien. « C'est qui? » « Julien Mercier, notre interprète. » « De quelle agence? » Il conduisait ma voiture et il a plus d'expérience en négociation internationale que tous ici réunis. Donnez-lui un badge et briefez-le. Mon bureau était minimaliste. Bureau en verre, 2 chaises, un canapé en cuir. 3 objets sur les murs. Mon diplôme de MBA, une photo avec le gouverneur et un mot encadré de mon père. Fais confiance aux chiffres, mais n'oublie jamais les humains. J'avais de toute évidence oublié cette dernière partie. Ma mère a appelé de la Côte d'Azur. Non, Scottsdale, elle était à Scottsdale. Maman, ce n'est pas le moment. Pierre a appelé. Il a dit que tu avais des problèmes. Son ton était léger, mais je savais qu'elle voyait clair à travers mes stratagèmes. C'est réglé, j'espère. Tu as été tellement occupée à être brillante que tu as oublié d'être humaine. Ce n'était pas juste ça. Ma chérie, tu es tellement déterminée à n'avoir besoin de personne que tu traites les gens comme des pièces d'échecs. Ton père n'a jamais fait ça. J'ai regardé le mot encadré. Je sais. Le pouvoir, ce n'est pas d'écraser les gens, c'est de les élever avec toi. Essaie de t'en souvenir. L'appel s'est terminé. Pierre est apparu. Marie, ils sont prêts. Envoyez Julien d'abord. J'ai besoin de 5 minutes. Julien Mercier est entré comme quelqu'un habitué aux pièces où chaque mot compte. Pas de gesticulation, pas de regard curieux. Il a attendu, le regard attentif. « Asseyez-vous », ai-je dit. « Cet accord représente 18 mois de travail », ai-je commencé, ma voix un peu plus hésitante que je ne l'aurais voulu. « S'il échoue, Technologies Nordiques perd tout. Je vous fais confiance sur la base d'une conversation de 3 minutes. » Oui, madame. Pourquoi devrais-je? Julien a sorti son téléphone, a ouvert des photos, lui entre 2 hommes signant des documents, des drapeaux derrière eux, américains, chinois, japonais. Partenariat Transpacifique 2016. Clause de protection de la propriété intellectuelle. Photo suivante. Julien en uniforme militaire, plus jeune, devant un bunker. Interprétation du conflit de Sarajevo. Non, c'était Savo Daenan Herton Balkon. Mon Dieu, mon cerveau est fatigué. Une autre, Julien serrant la main d'une femme ansari. Ministre indienne du Commerce 2013. Transfert de technologie et protection des brevets. Une douzaine d'autres images, chacune une fenêtre sur une carrière que j'avais complètement mal jugée. Le département d'État ne donne pas de félicitations facilement, a-t-il dit en me montrant un certificat. J'en ai 3, 2 pour avoir prévenu des incidents diplomatiques, 1 pour avoir identifié des risques de sécurité grâce à l'analyse linguistique. Il a rangé son téléphone.
Vous devriez me faire confiance parce que j'ai passé 22 ans à m'assurer que les personnes puissantes se comprennent réellement. Et je n'ai jamais échoué. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois. Il y avait une force tranquille en lui, une dignité qui contrastait fortement avec mon propre chaos interne. Qu'est-il arrivé? Comment passe-t-on de félicitations présidentielles à la conduite de véhicules pour des PDG surmenés? Ma femme est tombée malade. Les factures médicales ont tout emporté. Ma fille est entrée à l'école de médecine. Le département d'État a supprimé mon poste. J'ai choisi l'avenir de ma fille plutôt que ma fierté. Vous auriez pu trouver d'autres travaux d'interprétation. J'ai essayé. L'IA de traduction a convaincu les entreprises qu'elles n'avaient pas besoin d'humains. Les organisations qui embauchent veulent des gens sans le bagage du gouvernement. Apparemment, l'expérience au département d'État vous rend surqualifié pour tout, sauf pour conduire. C'est insensé. C'est l'économie. Mon téléphone a vibré. Pierre, ton absence est à 15 minutes. Je me suis levé. Après cette réunion, nous aurons une conversation plus longue sur ce que surqualifié signifie réellement. Oui, madame. Et arrêtez de m'appeler madame. C'est Marie. Oui, mademoiselle Langford. Assez proche. La salle de conférence était conçue pour intimider. D'immenses baies vitrées, une table de 30 places, une technologie intégrée. Je l'avais choisie pour rappeler à mes partenaires que Technologies Nordiques jouait dans la cour des grands. Le conseil était assis. Le président du conseil, Richard, Sophie, James Chen, tous sceptiques face à tout ce qui était non conventionnel. Ils regardaient Julien comme un livreur perdu. « Marie, a dit Richard, sa voix chargée d'une impatience contenue. Où est l'interprète? Indisponible. Voici Julien Mercer. Qualification? A demandé Sophie, toujours la plus directe. 22 ans. Interprète diplomatique senior, département d'État américain. Sommet présidentiel. Négociation du G7. Accord de la base d'Okinawa. 9 langues dont le japonais et le hindi. Doctorat en relations internationales de Georgetown. Master en linguistique appliquée de Harvard. Le silence est tombé, lourd, pesant. « C'est votre chauffeur, a dit James lentement, la stupeur dans sa voix. C'est la personne la plus qualifiée de Chicago pour cette négociation. À moins que vous ne vouliez expliquer aux actionnaires pourquoi nous avons perdu 1 à 2 milliards de dollars parce que nous étions trop fiers pour accepter de l'aide, nous allons de l'avant. » Richard a regardé Julien un long moment. « Vous avez vraiment interprété pour des présidents, 3 d'entre eux, bien que les accords de confidentialité empêchent les détails. » Sophie a ri, un son bref et inattendu. « Je l'aime bien. »« Bien, » ai-je dit, sentant une once de tension quitter mes épaules. « Moment, ici je dois faire une petite pause. Franchement, cette situation, elle est tellement absurde que je n'arrive pas à la croire même en la vivant. Moi, Mary Langford, connue pour mon pragmatisme froid et ma logique implacable, en train de dépendre entièrement d'un homme que j'ai traité pire que la poussière sous mes chaussures, et de devoir ensuite le vendre à mon propre conseil d'administration. C'est un scénario de film mal écrit, non? Je me disais toujours que je contrôlais tout, que tout était prévisible, calculable. Mais la vie, elle, ne se soucie pas de tes feuilles de calcul ou de tes prévisions. Elle te jette des Julien Mercer en pleine face, et tu dois t'adapter, ou tu coules. Et cette tempête de neige, cette maudite tempête, elle a juste accentué le chaos. C'est fou de voir à quel point tout peut basculer en quelques heures, simplement parce qu'un détail humain, une variable inattendue, comme on dirait au bureau, entre en jeu. Est-ce que c'est ça la vraie force? De savoir quand lâcher prise et faire confiance à l'imprévu? Je n'en sais rien. Pour l'instant, je fais semblant d'être confiante, mais au fond, j'ai l'estomac noué. L'arrivée de Tony Abson et Danny Corrao était chorégraphiée avec une précision exquise. Pierre les a rencontrés dans le hall et les a conduits à travers des couloirs de verre, où chaque employé de Nordique avait reçu l'instruction d'avoir l'air occupé,
mais pas intrusif. Monsieur Tonab, 63 ans, aux cheveux argentés, se déplaçait avec la dignité mesurée de quelqu'un qui avait bâti un empire manufacturier à partir de l'atelier de son père. Anika Rao, 48 ans, aux yeux vifs, portait un sari en soie bleu profond. Ils étaient accompagnés de 4 assistants, de 2 avocats et d'une aura de scepticisme poli. Julien les a salués dans le couloir avant qu'ils n'atteignent la salle de conférence. Il s'est incliné devant Tonab San, pas trop profondément, ce qui aurait été obséquieux, pas trop peu, ce qui aurait été insultant. Exactement l'angle approprié lorsqu'un professionnel s'adresse à un cadre supérieur d'un zaibatsu. Il a parlé en japonais, et j'ai vu l'expression de Tonab San passer de neutre à surprise puis à un plaisir sincère. Puis Julien s'est tourné vers Anika Rao et a parlé en hindi, et elle a répondu par quelque chose qui l'a fait rire. Mademoiselle Rao dit, a traduit Julien, qu'elle est soulagée de travailler avec quelqu'un qui comprend que la tradition juridique de Mumbai n'est pas la même que celle de Delhi. Elle craignait que l'interprétation ne soit trop généralisée. Dites-lui, ai-je dit, me sentant plus à l'aise qu'il y a 1 heure, que nous avons fait appel au meilleur précisément parce que nous comprenons l'importance de la précision dans ce partenariat. La salle de conférence semblait différente avec Tonab San et Anika Rao présents, plus équilibrée, comme si la dynamique de pouvoir que j'avais tenté d'établir importait moins que la conversation elle-même. Julien s'est assis entre les délégations, pas à leur tête, un facilitateur, pas un participant. Avant de commencer, a-t-il dit en anglais, M. Tonab a demandé s'il pouvait partager une histoire. Julien a traduit tandis que Tonab San parlait de son père qui avait travaillé sur les premières technologies de semi-conducteurs dans les années 80. How il avait collaboré avec des ingénieurs américains, partageant la recherche malgré la concurrence des entreprises, croyant que la technologie appartenait à l'humanité. Mon père pensait que les meilleures innovations venaient de la création de ponts, pas de la construction de murs. Quand j'ai vu la proposition de Nordics, j'ai pensé à lui. J'ai senti quelque chose se relâcher en moi. C'était une ouverture que je n'aurais jamais pu créer par mes propres moyens. Mon père était l'un de ces ingénieurs américains, et je dis, ma voix un peu plus forte que je ne l'aurais voulu, mais empreinte d'une émotion nouvelle. Richard Langford, il a travaillé sur l'architecture des microprocesseurs. Les yeux de Tonab San se sont écarquillés. Il a parlé rapidement en japonais. Monsieur Tonab se souvient des articles de votre père, a dit Julien. Il dit qu'ils ont été fondamentaux pour sa propre éducation. Il est honoré de poursuivre cet héritage de collaboration. La réunion s'est transformée après cela. Ce que j'avais prévu comme une négociation contractuelle est devenu quelque chose de plus proche d'une conversation entre des personnes qui comprenaient qu'elles construisaient quelque chose ensemble. Julien ne se contentait pas de traduire des mots. Il traduisait le contexte, l'intention, la nuance culturelle. Quand Anika Rao a remis en question le langage de la responsabilité dans la clause 17, Julien n'a pas seulement converti son hindi en anglais. Il a expliqué la préoccupation sous-jacente sur la façon dont les tribunaux indiens interpréteraient les dispositions de force majeure. Quand Tonab San a suggéré des modifications aux arrangements de partage de propriété intellectuelle, Julien a capturé non seulement la suggestion, mais le respect implicite qu'elle montrait pour la recherche propriétaire de Nordic. Il était tout simplement exceptionnel. 3 heures plus tard, nous avons fait une pause pour le déjeuner. L'équipe de traiteurs a apporté de la nourriture japonaise et indienne, aux côtés d'options américaines. Un détail que Pierre avait réussi à gérer malgré le chaos du matin. J'ai trouvé Julien près des fenêtres, regardant la neige qui avait enfin commencé à se calmer. Vous n'interprétez pas seulement, ai-je dit, vous négociez. Je facilite la communication, a corrigé Julien. Il y a une différence. Monsieur Tonab veut cet accord. Mademoiselle Rao veut cet accord. Vous voulez cet accord, mais vous parlez tous des langues différentes. Et je ne parle pas seulement du japonais et du hindi.
Je parle du langage de l'honneur corporatif contre la précision juridique contre l'innovation technologique. Ils vous ont appris ça à Georgetown? Ils m'ont appris la théorie à Georgetown, a dit Julien. J'ai appris la pratique dans des pièces où les erreurs pouvaient déclencher des guerres. Ce n'est pas la guerre. Non, a concédé Julien. Mais c'est important, et les principes sont les mêmes. Comprendre ce que les gens veulent dire, pas seulement ce qu'ils disent. Trouver un terrain d'entente. Construire des ponts au lieu de murs. J'ai pensé à la vitre de séparation dans la voiture. J'ai construit un mur aujourd'hui. Oui, a dit Julien. Vous l'avez fait. Je suis désolé. Vous l'avez déjà dit. Je le redis. Il m'a regardé et j'ai vu quelque chose dans son expression s'adoucir légèrement. Excuse acceptée. Maintenant, allons sauver votre accord. La séance de l'après-midi s'est concentrée sur les calendriers de mise en œuvre et les protocoles d'intégration. C'était là que les négociations précédentes avaient bloqué. Nordic voulait un déploiement rapide pour devancer la concurrence, tandis que Tonabson insistait sur des tests approfondis pour protéger leur réputation de fabricant. Anika Rao, et représentant les intérêts juridiques et financiers, avait besoin de garanties qu'aucune entreprise ne serait exposée à une responsabilité si le calendrier agressif échouait. C'était une impasse à trois déguisée en collaboration. Julien a écouté les trois positions, puis a parlé tranquillement en japonais à Tonabson. Tonabson a répondu par ce qui ressemblait à une question. Julien est passé au hindi, parlant avec Anika Rao. Puis il s'est tourné vers moi. Puis-je suggérer quelque chose? S'il vous plaît. Le problème n'est pas le calendrier, ni les tests, ni la responsabilité. Le problème est la confiance. Monsieur Tonab doit avoir confiance que Nordics ne sacrifiera pas la qualité pour la rapidité. Mademoiselle Rao doit avoir confiance que les deux entreprises partageront le risque de manière égale. Vous devez avoir confiance que la minutie de Tonabson n'étranglera pas l'innovation. Et comment construisons-nous cette confiance? Comment? Ai-je demandé. J'étais pendu à ses lèvres. Parlez-leur de Kintsugi, a dit Julien. J'ai froncé les sourcils. La technique japonaise de réparation de poterie? Oui, où les céramiques cassées sont réparées avec de l'or, faisant des fissures une partie de la beauté au lieu d'essayer de les cacher. Dites-leur que ce partenariat devrait fonctionner de la même manière. Nous reconnaissons les points de fracture potentiels et les rendons plus solides au lieu de prétendre qu'ils n'existent pas. J'ai regardé Tonabson, puis Anika Rao. L'idée était belle, presque poétique pour un contrat d'affaires. Mais était-ce applicable? Je ne suis pas sûr de comprendre comment cela s'applique au langage contractuel. Regardez, a dit Julien. Il a parlé en japonais, expliquant la métaphore. L'expression de Tonabson a changé. Il s'est penché en avant, intéressé. Julien est passé au hindi et Anika Rao a hoché lentement la tête. Monsieur Tonab suggère, a traduit Julien, que nous créions un comité de surveillance conjoint. Non pas pour contrôler, mais pour communiquer. Des réunions hebdomadaires pendant la première année de mise en œuvre, avec des représentants des deux entreprises et des rapports transparents sur les progrès et les problèmes. Mademoiselle Rao ajoute, a continué Julien, que le comité devrait avoir le pouvoir contraignant de suspendre le déploiement si des problèmes de qualité surviennent, mais seulement avec un accord unanime. J'y ai réfléchi. Cela leur donne un droit de veto sur notre calendrier. Cela donne un droit de veto à tout le monde, a corrigé Julien, y compris à vous. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la collaboration. Ce n'est pas non plus dans le contrat original. Le contrat original, a dit Julien doucement, était sur le point d'échouer. J'ai regardé mon équipe juridique. Pierre, mon assistant, tapait déjà des notes, sans doute en train de rédiger le libellé d'une disposition de surveillance conjointe. Dites-leur, ai-je dit, le ton désormais rempli de conviction, que je suis d'accord. Nous allons le structurer comme un conseil de partenariat,
avec une représentation égale et des protocoles de prise de décision clairs. Nous ferons des fissures une partie de la force. Tonabson a souri quand Julien a traduit. Il s'est levé, a contourné la table et m'a tendu la main. Je l'ai serré et j'ai senti 18 mois de tension enfin se relâcher. C'était la première fois en longtemps que je me sentais aussi légère. À 19h, nous avions un protocole d'accord. Par le contrat final, il faudrait encore quelques semaines aux avocats pour le perfectionner, mais un cadre que les deux parties pouvaient signer. La disposition du conseil de partenariat y figurait noir sur blanc, tout comme les calendriers révisés, les structures de responsabilité partagées, les protections de propriété intellectuelle qui satisfaisaient aux normes juridiques américaines et indiennes. Tonabson et Anika Rao ont signé en premier, utilisant des stylos calligraphiques formels fournis par leurs assistants. J'ai signé en dernier, ma signature semblant hâtivement moderne à côté des leurs. Quand les délégations sont finalement parties, promettant de revenir dans 2 semaines pour la signature formelle, je me suis retrouvé seul dans la salle de conférence avec Julien. Vous avez sauvé mon entreprise, ai-je dit. La gratitude était palpable dans ma voix. J'ai clarifié la communication, a corrigé Julien. Vous avez construit quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. C'est généreux, étant donné la façon dont je vous ai traité ce matin. Ce matin, vous étiez désespéré et terrifié, a dit Julien. Les gens ne sont pas à leur meilleur quand ils sont désespérés et terrifiés. Ce n'est toujours pas une excuse. Non, a-t-il concédé, mais c'est un contexte. J'ai regardé le protocole d'accord signé sur la table. 1,2 milliard de dollars de valeur de partenariat, bâti sur une fondation qui avait presque croulé parce que j'avais été trop fier pour demander de l'aide. Trop orgueilleuse même. Je veux vous offrir un poste, ai-je dit, sans réfléchir. Comme quoi? Vice-président senior des relations internationales. Vous relèveriez directement de moi. Votre travail serait de faire exactement ce que vous avez fait aujourd'hui. Construire des ponts. Traduire non seulement les mots, mais les intentions. Nous aider à naviguer dans les complexités culturelles des partenariats mondiaux. Julien est resté silencieux un long moment. Le temps s'étirait. Le salaire serait à la hauteur du rôle, ai-je poursuivi. 6 chiffres, avantages sociaux complets, options d'achat d'actions. Assez pour couvrir les frais de scolarité en médecine sans faire de double quart. Pourquoi? A demandé Julien, son regard scrutateur. Parce que vous êtes brillant. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui peut voir ce que je ne peux pas voir. J'ai fait une pause. Parce que ma mère m'a rappelé que le pouvoir ne consiste pas à se tenir au-dessus des autres. Il s'agit de les élever avec vous. Votre salaire de chauffeur est de 42 000 $ par an, a dit Julien. Je sais. Vous m'offrez au moins 3 fois cela. Je vous offre ce que vous valez, ce qui est probablement plus de 3 fois cela, mais commençons quelque part et négocions. Julien a regardé la ligne d'horizon de Chicago. La neige avait complètement cessé et le coucher de soleil peignait les nuages dans des nuances d'ambre et de rose. C'était magnifique, un calme après la tempête. J'ai besoin d'y réfléchir, a-t-il dit, et j'ai besoin de parler à ma fille. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce poste de chauffeur. Elle devrait être la raison pour laquelle je le quitte. Je comprends. Il s'est tourné vers moi. Mais je veux que vous compreniez quelque chose, Marie. Je n'ai pas fait ça pour une offre d'emploi. Je l'ai fait parce que c'était nécessaire et que je pouvais le faire. Si j'avais voulu tirer parti de cela pour un emploi, je vous aurais dit mes qualifications avant d'arriver à votre immeuble. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi je veux vous embaucher. Julien a souri, un vrai cette fois, un sourire qui atteignait ses yeux. Laissez-moi parler à Emma, je vous donnerai une réponse demain. Ça me va. Il s'est dirigé vers l'ascenseur puis a fait une pause. Pour ce que ça vaut, vous êtes meilleur que vous ne le pensez. Il vous suffit de vous rappeler que les gens qui vous entourent sont des atouts, pas des obstacles. Après son départ, je suis resté dans la salle de conférence, regardant le coucher de soleil transformer la ville enneigée en quelque chose de sublime. Mon téléphone a vibré, ma mère m'envoyait un message. Pierre a appelé.
Dis que l'accord est sauvé. J'imagine que tu t'es souvenu des humains. J'ai tapé en retour. Oui, merci. Fier de toi, ma chérie. J'ai regardé la salle de conférence vide, le protocole d'accord signé, mon reflet dans les fenêtres assombries. J'avais passé toute ma carrière à essayer de tout faire seul. Bâtir l'entreprise, conclure les accords, prouver que je n'avais besoin de l'aide de personne. Cela m'avait rendu brillante et solitaire, et tellement focalisé sur le contrôle que j'avais presque détruit la chose que j'essayais de protéger. Le mot de mon père, celui encadré dans mon bureau. Fais confiance aux chiffres, mais n'oublie jamais les humains. J'avais fait confiance aux chiffres pendant si longtemps que j'avais oublié la deuxième partie. Julien a appelé le lendemain matin depuis un café près de Northwestern et m'a dit que je devrais prendre le poste, a-t-il dit. Mais elle a des conditions. La première est que vous le pensiez réellement. Elle craint que ce ne soit de la culpabilité déguisée en respect professionnel. J'ai réfléchi attentivement. Dites-lui que c'est les deux. Je me sens coupable de la façon dont je vous ai traité, mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'offre le poste. Je l'offre parce que ce que vous avez fait hier était extraordinaire. Et Technologies Nordic a besoin de personnes extraordinaires. Deuxième condition, et continuez Julien, elle veut vous rencontrer. Elle dit que toute personne qui a le pouvoir de changer la vie de son père devrait être prête à la regarder dans les yeux et à expliquer pourquoi. J'ai souri. Je l'aime déjà. Quand? Demain, si vous êtes libre. Elle a une pause entre les cours à 14 heures. Je serai là. Troisième condition, a dit Julien, et sa voix a changé, devenant plus sérieuse. Celle-ci vient de moi. Si je prends ce poste, vous n'aurez pas le droit de traiter qui que ce soit d'autre de la façon dont vous m'avez traité hier. Ni les concierges, ni les stagiaires, ni la réceptionniste. Tout le monde compte, sinon ça ne marche pas. J'ai pensé aux répartiteurs du service de voiture de fonction, aux assistants administratifs. Je ne remarquais à peine les gardiens de nuit dont je n'avais jamais pris la peine d'apprendre les noms. D'accord, ai-je dit. En fait, je vais l'ajouter aux évaluations de performance de mon équipe de direction. La façon dont nous traitons les personnes qui ne sont pas dans la salle de conseil compte autant que les bénéfices trimestriels. Alors j'accepte, a dit Julien, avec une dernière requête. Nommez-le. Le service de voiture de fonction que vous utilisez, ils sous-peinent leurs chauffeurs et les surchargent de travail. Je le sais parce que j'y ai été pendant 6 mois. Si vous voulez être cohérente avec cette philosophie du tout le monde compte, commencez par là. Considérez que c'est fait, et je dis, et Julien, merci pour hier, pour aujourd'hui, pour m'avoir rappelé ce que signifie réellement le leadership. De rien. Maintenant, à propos de cette négociation salariale que vous avez mentionnée, j'ai ri. Un vrai rire, qui résonnait dans le bureau maintenant paisible. Mon bureau, lundi matin, apportez vos conditions. La réunion du lundi est devenue le fondement de quelque chose de plus vaste. Julien a bâti une équipe de liaisons culturelles et de spécialistes régionaux qui ont compris que les affaires mondiales exigeaient plus que de simples contrats. En 6 mois, Nordic s'est étendu sur 3 nouveaux marchés. Le partenariat Tonab est devenu leur modèle. Transparent, communicatif, bâti sur la confiance plutôt que sur le contrôle. J'ai appris à reconnaître le talent partout. Le concierge de nuit qui parlait 6 langues et rejoint l'équipe de Julien. La réceptionniste, titulaire d'un diplôme de philosophie, a commencé à modérer les négociations. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Le chiffre d'affaires international a doublé. La rétention du personnel a atteint des records. Emma Mercer a été acceptée en oncologie à Johns Hopkins. Elle m'a envoyé un mot. Merci d'avoir vu la valeur de mon père. 2 ans plus tard, nous étions dans la même salle de conférence, célébrant le prix de l'innovation de Nordic. Vous vous souvenez de la vitre de séparation? A demandé Julien. Tous les jours, ai-je dit. Elle me rappelle que les vraies conversations ont lieu lorsque nous supprimons nos barrières. J'ai fait une pause. J'ai fait dans de cette voiture. La nouvelle n'a pas de séparation. Nous avons regardé Chicago ensemble
La ville qui nous avait mis à l'épreuve et nous avait donné des secondes chances. Dehors, la neige tombait à nouveau. Mais cette fois, aucun de nous ne la voyait comme une menace. Juste Chicago, belle et difficile, et qu'il valait la peine de naviguer ensemble. Les barrières entre nous, les vitres de séparation, les suppositions, les murs construits par la fierté et la peur, avaient enfin disparu, définitivement. Aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai commis des erreurs, beaucoup, probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est clair, rien n'est parfait. Mais c'est la mienne et je l'accepte